Merci pour cette présentation et merci pour l'invitation de Karim et de la Société française des architectes. Je vais adopter un angle d'attaque, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais pas dans la continuité de celui de Patricia. Alors, la ville orthogonale et égale, déplacement de la matrice hippodamienne, c'est bien sûr le titre de mon exposé, mais c'est davantage que cela. C'est la formule qui désigne un dispositif que je considère être une invention de l'Europe et des territoires, des terres méditerranéennes. Une invention qu'on peut dater et qu'on peut tracer. Et je vais m'intéresser, d'une part, à tenter de la comprendre, de l'élucider, mais aussi de dresser le constat d'un certain nombre de ces avatars. Ils sont multiples et il n'est pas possible ici que je sois exhaustif dans la mesure où ce serait possible. Mon point de départ, vous allez le constater, ne sera pas européen, mais outre-Atlantique, et ce sera d'ailleurs aussi mon point d'arrivée, vous le constaterez. En 1811, les autorités municipales de New York adoptent le principe d'une grille orthogonale pour régler le lotissement des terrains et garantir la fluidité des déplacements sur Manhattan, limité par ses rivages. À l'époque, seul le sud de l'île est urbanisé. Les autorités publiques souhaitent prédisposer l'occupation rapide des sols, c'est-à-dire inscrire son développement dans la trame d'un projet urbain. Nul ne pouvait imaginer, en ce début du XIXe siècle, le destin de la cité tel qu'il a laissé s'accélérer à la fin du siècle grâce aux techniques combinées, on connaît ça, de l'acier, de l'électricité, de l'ascenseur, qui ont produit la pépinière de gratte-ciel que nous connaissons. Dans son ouvrage Delirious New York, Rem Koolhaas, dont nous avons déjà parlé aujourd'hui, édité en 1978, écrit ceci. Tous les blocs sont identiques. Leur similitude invalide instantanément tous les systèmes d'articulation et de différenciation qui ont présidé à la formation des villes traditionnelles. La trame rend caduque l'histoire de l'architecture et toutes les expériences d'urbanisme antérieures. Pardonnez du peu. Le goût de Rem Koolhaas pour l'ironie et la provocation est bien connu, ainsi que sa considération modérée des processus inscrits dans la longue durée. La radicalité de rupture que Koolhaas prête à la grille de Manhattan n'en est pas une. Si l'emballement et la congestion manhattaniens constituent une singularité au sein des inventions urbaines, le recours à ce que Koolhaas nomme la grille n'en supporte pas l'occasion, ni ne congédie en un même mouvement l'histoire longue des cités. Les cités orthogonales et égales, syntagme que je préfère à la grille dont les résonances sémantiques sont faibles, ont au contraire insisté, résisté et manifesté leur qualité de manière récurrente au fil des histoires et des géographies depuis leurs premières apparitions en terre méditerranéenne. Manhattan en constitue une dérivation parmi d'autres. Ce sont les caractères matriciels de ces cités qui réclament attention. Il s'agit bien sûr des cités dites hippodamiennes, considérées souvent comme les applications d'un modèle forgé à l'époque où aurait vécu Hippodamos. Je conteste l'adéquation du concept de modèle qui se serait propagé de siècle en siècle et d'un continent vers d'autres. La notion de matrice paraît davantage pertinente. Elle est apte à saisir la fabrication des cités selon des processus de génération plutôt que par la réplication d'un patron global. Voici rapidement les principaux traits architecturaux de la matrice hippodamienne que je vais détailler et étoffer. 1. L'angle droit, bien sûr. 2. L'égalité de mesure comme condition de multiples. 3. L'appartenance égale de chaque entité spatiale et architecturée à un ensemble qui n'est ni enclos ni architecturé. Qu'est-ce que j'ai dit?
Un écart est nécessaire pour mettre en exergue l'originalité du dispositif hippodamien. Je vais décrire le cas de deux sociétés, deux empires, entre lesquels aucun échange n'a pu se produire. Il s'agit de l'empire Wari, qui s'est déployé dans les Andes précolombiennes, où le site de Piquelacta s'est construit pendant plusieurs siècles, et de la cité impériale de Pékin, édifiée sous la dynastie Ming sur une durée de temps comparable. Piquelacta, le premier cas, a été édifié à partir du VIe siècle après Jésus-Christ, pour être abandonné au cours du XIIe siècle, soit bien avant la formation de l'Empire Inca. Elle s'étend sous des limites extérieures, quadrangulaires, d'à peu près 630 mètres de côté. Elle est divisée en 3 grands secteurs qui comprennent une vaste esplanade, ainsi que 2 réseaux denses et quadrillés d'enclos, séparés par des murs dont la hauteur varie entre une douzaine de mètres pour une longueur variable entre 35 et 40 mètres. Ces enclos sont organisés autour de cours à ciel ouvert, bordés de galeries sur plusieurs étages. Les ouvrages et leurs limites sont ainsi ordonnés suivant des principes d'orthogonalité et d'égalité de mesure. Seules quelques voies permettent de se déplacer au niveau du sol de manière continue pour traverser l'ensemble des constructions, 2 fois en longueur, 3 fois en largeur à la périphérie du dispositif. Peu de traces de passage au travers des murs. La circulation d'un enclos à un autre se pratiquait par des passages discontinus sans coordination. À l'examen des parties du site qui ont été dégagées, l'usage des espaces bâtis semble avoir été diversifié, occupation domestique, activités artisanales, rituels, enfouissement des corps de défunts, stockage. Soit les activités qu'il nous est familier d'attribuer aux organismes urbains. Par contre, il convient d'acter ceci, point de réseau en damier partagé par des voies traversantes qui organiseraient les îlots qui s'y bâtissent. Une logique d'enclos gouverne le dispositif. Quelques enclos majeurs contiennent les nombreux enclos mineurs strictement mitoyens et étanches les uns aux autres. Nous sommes loin de la cité hippodamienne. Deuxième cas, plus rapidement, Pékin, la cité interdite de l'Empire du Milieu, illustrée ici par une gravure de Fischer-Voderlac au début du XVIIIe siècle. Fischer nous livre une représentation de la ville à la fois fidèle et inexacte. Inexacte parce que dessinée par l'imaginaire d'un Européen assurément très éloigné de l'extrême Orient, mais fidèle parce que des données pertinentes ont été rassemblées par l'architecte. La cité, faite de murs imposants et de portes majestueuses, et guère davantage de dispositifs. Les murs délimitent des enclos qui s'ajointent ou qui s'emboîtent. Les portes se métamorphosent volontiers en édifices qui interdisent ou autorisent leur franchissement. L'ensemble est gouverné par des axes de symétrie qui tolèrent peu de dérogations et pointent les orientations cardinales où la terre et le ciel se touchent. Saisis de manière presque aléatoire parmi une multitude de cas documentés où la géométrie et l'orthogonalité règnent, Piquelacta et Pékin déploient des espaces dont le trait dominant est leur clôture et dont les règles d'articulation sont la juxtaposition ou l'emboîtement des enclos. Il contraste avec la matrice hippodamienne dont l'opérateur générique combine l'îlot et les croisements des voies orthogonales sous le principe d'une égalité de mesure. C'est au Pérou, les Wari. C'est au Pérou. Je sais pas si Oui, j'ai dit Wari au Pérou. Oui. Enfin, l'empire Wari au Pérou. Une situation antérieure à l'émergence de la matrice hippodamienne est, selon à la fois la chronologie et la logique formelle, celle de Megara Iblaïa, fondée en terre sicilienne à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui permet d'entrevoir ses premiers traits de structure. 2 régimes de rues parallèles, obliques l'un par rapport à l'autre, s'interrompent à l'endroit de leur intersection, suspendant ainsi le développement des bâtis
pour libérer l'espace vide de l'agora qui est bordé par deux stoas. Un espacement est ainsi établi qui dilate le croisement des voies et se soustrait au mode général de distribution des édifices. Il est important de noter que l'agora n'a pas ici de forme en soi et pour soi. Ses contours sont subordonnés au régime formel qui gouverne les îlots et les voiries. À Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'agora se situe à la croisée de plusieurs allées, dont le célèbre chemin des Anathénées. Ces différentes voies se joignent à la surface du sol de l'agora où leurs orientations se dissolvent. Quant au bord de l'espace de l'agora, elles sont fabriquées par les stoas qui vont se multiplier et se transformer au fil du temps, ainsi que par des édifices à vocation publique ou sacrée. Comme à Mégara Iblaïa, l'agora n'a pas de dessin qui lui soit propre, mais elle est tenue par des segments de bords édifiés, entre autres sous la forme de portiques, tangents à l'espace public, qui égrènent leurs colonnades au rythme de l'égalité des mesures. Les stoas et les divers édifices font office de retenue des quartiers de la ville. Ceux-ci suspendent leur déploiement pour faire place à un espacement où l'intersection des chemins se dilate en un espace public qui est un sol étendu, disponible, sans affectation qui soit concrétisée par un bâti. Il n'y a pas de coin, pas d'angle qui soit matérialisé sur le pourtour de l'agora. Les angles sont ouverts. Il laisse l'espace de l'agora s'échapper pour rejoindre les rues qui organisent les quartiers de la cité. L'agora est ainsi à la croisée des chemins. La situation est tout autre pour l'acropole, qui s'élève au sein de la cité pour la surplomber. Son enclos, le mur du Tébénos, connaît une unique porte sacrée où une seule voie d'accès aboutit au terme des processions. Les autres chemins s'enroulent sur les versants de la colline au fil des pentes les plus propices et se joignent l'un à la suite de l'autre pour converger vers le propylée. Les différences entre l'agora et l'acropole, organe majeur de la cité, méritent d'être soulignées. L'agora est un espacement organisé à la croisée des chemins, au cœur des quartiers, ouvert et bordé par des fragments tangentiels dont les stoas signent la fabrique. Aire protégée, mais non enclose, l'agora n'est pas dessinée. Si des architectures aussi savantes et réglées, telles les temples, viennent s'installer au pourtour de l'agora, son espace lui-même n'est pas l'objet d'une disposition géométrisée. En contraste, l'acropole est un enclos auquel aboutit le faisceau des voies qui y mènent. Elle s'excède de la cité en élevant son sol séparé et sacré. À Milet, l'orthogonalité domine très largement. Elle gouverne la structure quadrangulaire donnée aux îlots, aux voies et à leur croisement, qui s'impliquent réciproquement. Il n'y a pas d'antériorité d'un terme par rapport à l'autre. Ils sont immergés dans un même régime d'ordonnancement. Les mesures données au contour des insulae conditionnent les voies qui les bordent et les séparent avec des longueurs qui en sont des multiples. L'insula devient le pivot, le module qui gouverne la matrice hippodamienne. Ce faisant, l'ordre premier de la cité, c'est-à-dire celui qui lui donne forme matière, est le tissu du bâti domestique, dont la géométrie et les mesures instruisent la composition de toutes les autres parties du corps urbain. Les agoras, les marchés, les temples, les stoas, l'ensemble des édifices et des sols prennent des places et des dimensions intégrées dans des régimes de proportions fixés par le déploiement des insulae. Les rues, conçues comme ensemble traversant, ne sont plus des espaces interstitiels entre les agglomérats de maisons, comme ce fut le cas dans la cité archaïque, ici Délos. Elles sont des espacements qui impliquent d'emblée la totalité de la cité pour l'instituer. Il n'y a pas d'impasse ou d'enveloppement serré, les voies manifestent le sol commun des citoyens. Une maison
est situé au bord d'une rue, au même titre que chaque maison qui appartient à la même rue. Chaque rue possède un statut égal et une configuration similaire aux autres rues de la cité, parallèles ou perpendiculaires. Une rue est égale à une rue. Chaque position au bord d'une rue est égale à une autre. Les maisons partagent des relations topologiques de proximité ou de distance qui ignorent la soumission au surplomb et aux centralités. En particulier, l'acropole comme pôle de convergence a disparu. Les établissements non domestiques, qu'ils soient sacrés ou profanes, sont pris, contenus dans la matière urbaine, qui est tramée par le tissu domestique. L'agora se systématise, est dessinée et devient géométrique. Elle aussi est prise dans la matière urbaine. Ces bords sont articulés de manière continue. Au mieux vaudrait-il dire ainsi. Le système de l'agora se diffuse à l'entièreté de l'organisme urbain. C'est peut-être cela, la véritable invention urbaine apportée par la matrice hippodamienne. Le retournement de l'espacement de l'agora sur l'entièreté de la cité, comme le retournement d'un gant où ce qui était contenu devient une extériorité. Cela ne pouvait se réaliser que par la conquête systématique de la géométrie et de l'égalité des mesures. Le propre de l'invention hippodamienne serait alors, aux côtés du partage égal de l'orthogonalité, l'essor de l'espacement de l'agora sur l'entièreté de l'organisme urbain. L'intériorité des maisons semble seule échapper à ce mouvement d'extériorisation. C'est paradoxal, puisque nous venons de le voir, le tissu domestique fournit la norme et la substance du nouvel ordre de la cité. Mais si la demeure se laisse prendre par une formalisation géométrique, elle reste introvertie sur sa cour non couverte qui règne au cœur de l'habitation. Les longs murs qui bordent à la fois les voies et les rives des îlots reçoivent les portes des maisons, des boutiques, des ateliers et de rares fenêtres. La lumière, l'air, les vues viennent du dedans de la maison, ouverte sous le vide du ciel, c'est-à-dire de la cour, dont les affectations labiles se tiennent en retrait des activités qui se déroulent dans les espaces de la cité. Les lieux domestiques et les espaces de la police sont en effet soigneusement distingués par le dispositif architectural et urbain. Cependant, les partitions à l'intérieur des maisons varient, on peut le voir ici. Si elles sont conformes au type général de la maison à cour, elles s'adaptent aux convenances appropriées à chaque oikos. Ainsi, un seul et même agencement global de la cité donne leur place et leur mesure à la fois aux espaces collectifs et aux lieux domestiques. Caractéristique supplémentaire à pointer. L'enceinte, les murs qui protègent la cité sont étrangers à la matrice hippodamienne. L'enceinte ne fait pas partie des dispositions originelles et constituantes de la cité. Sa présence est facultative, soumise aux circonstances stratégiques qui sont indépendantes de l'établissement des espaces collectifs et domestiques. Et si elle est construite comme à Millet et à Prienne, son agencement s'adapte de manière pragmatique à la topographie du terrain pour contenir la dépense, tout en établissant des appareils de défense les mieux adaptés, évidemment. Il est possible à présent de compléter les caractéristiques de la matrice hippodamienne. À l'angle droit, à l'égalité de mesure comme condition du multiple, à l'appartenance égale de chaque entité spatiale et architecturée à un ensemble qui n'est ni enclos ni hiérarchisé, il convient d'ajouter le retournement de l'espacement de l'agora sur l'entièreté de l'organisme urbain et l'implication réciproque de la configuration des îlots et du croisement des voies. La matrice hippodamienne institue à la racine de son déploiement à la fois l'égalité de mesure, sous un régime de mise en proportion, et l'égalité des positions destinées à être bâties.
un espace édifié égale un autre, quelle que soit leur position, leur dimension, leur destination. Il n'y a pas de hiérarchie des places, du moins au plan de l'architecture de la cité. Celle-ci est le fruit d'un projet disposé en amont de son accomplissement progressif comme un pari lancé aux incertitudes des temps à venir. Lent et long, et sans doute en raison de ses lenteurs et de ses longueurs, une prédisposition logique qui décrète que l'architecture de la ville sera distribuée et partagée en égalité. Les propos du philosophe Jacques Rancière peuvent ici être déplacés et mobilisés. L'égalité n'est pas un but à atteindre, mais une présupposition à mettre en pratique. La présupposition que vise Jacques Rancière est, dans le cas de la matrice hippodamienne, une prédisposition abstraite destinée à s'incarner lors de l'exécution du projet urbain. Cette prédisposition est un pari qui, par définition, n'est pas gagné à l'avance dans des contextes où règnent les contingences. Un pari qui porte sur l'égalité des positions au sein des espaces de la cité, qui n'est pas du même ordre que celle de l'égalité des droits, l'isonomie, et l'égalité des positions sociales. Car il n'y a pas de relation univoque entre un dispositif social et politique d'une part et un dispositif spatial d'autre part, où s'intègre à la fois le domestique et le collectif. Il existe des correspondances, mais pas de lien de causalité mécanique entre les uns et les autres. Le projet architectural urbain n'a pas la puissance d'induire l'ordre du politique et du droit, et réciproquement. Le mot même de prédisposition prend tout son sens et mérite d'être pleinement entendu, disposé à l'avance et par avance. Le projet orthogonal et égal, tel que décidé dans la formule hippodamienne, a toujours déjà une longueur d'avance sur les temps à venir. Ou dit autrement, le pari est lancé que s'inscrivent dans la durée et sur le terrain les effets des décisions prises en amont. Le projet architectural urbain, en tant qu'il prédispose l'égalité des places, des situations, sous un régime d'indifférence non hiérarchique, est la clé minimale dont les suites sont forcément imprévisibles. L'enjeu d'un destin orienté où les conditions des collectivités s'aligneront peu ou prou sur les décisions de départ. Les fondations romaines vont adopter la matrice hippodamienne, mais cette fois sous la garde d'un modèle où ces dépliements vont s'enchasser. C'est la fameuse quadra Roma quadrata, contenue par une clôture quadrangulaire et divisée en 4 par la croisée du decumanus et du cardo. Nous la connaissons d'après les récits mythologiques et les légendes, par les divers corpus de lettres latines, grâce aux nombreuses traces archéologiques et ou urbaines essaimées en Europe et sur les pourtours de la Méditerranée. Néanmoins, ni les écrits, ni les traces ne nous livrent une figure pure et abstraite de ce modèle, tant il est frappé par des ambiguïtés, voire des contradictions intrinsèques, tant sa rigidité le contraint paradoxalement à s'adapter aux circonstances de l'empirie. Soit donc idéalement le tracé du decumanus qui court du levant au couchant et qui croise le cardo étiré entre le nord et le sud, son complément orthogonal, au point géométriquement central de l'enclos qui contient la cité. Voici le rectangle et voici la croisée orthogonale dont il semble vain de décider lequel viendrait en premier, sinon à suivre le protocole d'un rituel ou le récit d'une fondation. Quadrata est ce mot latin qui fabrique l'équivoque entre la figure qui encadre et la croix qui divise en 4. L'une et l'autre s'engagent avec réciprocité de la même manière que la matrice hippodamienne implique une synchronie logique entre la forme de l'îlot et la croisée des voies. Dès lors, le modèle romain apparaît comme une extraction fractale de la matrice hippodamienne en empruntant un sens amplifié de la self-similarity telle que définie par Benoît Mandelbrot, une similarité de forme à l'échelle près
Sauf qu'ici, le modèle s'extrait de la matrice pour 1. Contenir la matière urbaine qu'elle génère sous les limites d'une enceinte qui sépare l'intra et l'extramuros, et 2. Soumettre la trame urbaine à la position centrale de la croisée majeure du decumanus et du cardo. Le modèle romain contredit de facto la matrice hippodémienne dont les principes, comme nous l'avons vu, ignorent l'enclos global et la hiérarchie autocentrée. Mais il mobilise néanmoins les ressorts propres de la matrice pour déployer son tissu bâti. Un cas presque parfait est celui de Timgat, cité bâtie au IIe siècle après Jésus-Christ en Afrique romaine. Presque parfait parce qu'à Timgat, le régime de proportion le plus élémentaire, celui de l'égalité 1 égale 1, est appliqué aux îlots aussi bien qu'à l'enceinte extérieure. Cas qui met en exergue les embarras rencontrés par les fondations romaines, embarras dont bon nombre sont générés par les positions centrales que tentent d'occuper les places réservées au commandement. Qu'ils soient militaires ou civiques, profanes ou sacrés, ou tout cela à la fois, les insignes, les signes, les architectures dominant la hiérarchie urbaine encombrent le secteur central de la cité qui s'étend au sud du decumanus et peine à s'y ordonner. Dès lors, le tracé du cardo voit son cours interrompu et détourné par les espaces fermés ou ouverts destinés à accueillir les instruments ou les représentations de la collectivité. Avec de petites échelles, les bastides créées au XIIIe siècle dans le sud-ouest de la France présentent un dépassement ingénieux des contradictions entre le principe d'égalité et la hiérarchie centrée qui caractérise les fondations romaines. Les voies majeures, decumanus et cardo, se dédoublent pour se croiser en une place quadrangulaire, vide d'édification, dont la destination d'usage est indécise et ouverte, bordée de galeries ménagées sous le couvert des maisons riveraines. C'est le cas célèbre de Montpazier, fondé en 1284 et mis en exergue par Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné. La position centrale s'impose comme l'évidement des matières bâties et de leurs affectations. Le renversement est complet au regard de l'éminence des positions de commandement qui a dominé les avatars de la Roma Quadrata. Hormis la situation de la place vide au milieu de la bastide, les positions les plus souvent domestiques sont quelconques, indifférentes entre elles. Nul n'est réservé aux insignes, signes et fonctions et pouvoirs. Ainsi, la situation de l'Église n'est pas définie a priori par une logique d'ordre, elle sera décidée au cas par cas, le plus souvent en favorisant la simple proximité avec la place commune. Remarquons enfin que l'égalité des positions des parcelles bâties et non bâties, des angles et des mesures, des voies et des accès était ici à mettre, dans le cas des bastides, en correspondance avec une égalité des droits de la collectivité, des familles et des personnes, garantie par des chartes qui soustraient la vie de la bastide, pour une part significative, au rapport de force politique exercé sur la région. L'invention hippodamienne va se trouver partie prenante des entreprises coloniales menées par les puissances d'Europe atlantique sur l'ensemble des continents. On en a parlé. Je retiendrai ici les Amériques avec les deux processus d'appropriation des territoires qui ont mené les royautés d'Espagne au sud et les États en formation au nord, cela au fil de périodes historiques distinctes. Sous l'empire des rois catholiques, un corps de loi a été édicté à partir du XVIe siècle, appelé Las Leyes de los Reinos de las Indias, avec l'objectif de régler la conduite des colonisations. Il fut implémenté à de nombreuses reprises pour être promulgué une dernière fois en 1680. Des prescriptions précises y sont déclinées pour l'ordonnancement des villes. Après quelques considérations pratiques quant aux meilleures localisations des villes et des villages, les lois définissent la position de l'église, le templo, et son articulation avec la plaza mayor, la place majeure. C'est de manière décisive l'ordre architectural même de la ville qui s'origine en ce point où l'église et la place majeure prennent position l'un par rapport à l'autre,
à la fois séparés par un retrait ou des emmarchements et associés par un lien d'assujetion réciproque. La place est vide, quadrangulaire et allongée, est-il prescrit. Les angles de la place sont ouverts et donnent naissance à deux rues qui en prolongent les côtés pour générer le réseau des voies parallèles et perpendiculaires dont les croisements déterminent la mesure des îlots. À ces 8 rues associées à la spatialité de la place, l'instruction est donnée, rarement suivie d'effet, d'ajouter 4 voies dont les départs se font au milieu de chacun des 4 côtés. Les positions qui bordent la place sont réservées aux édifices des gouvernements et des administrations. Un puissant contraste est ainsi établi entre le sol, une étendue vide d'affectation, qui institue le centre de la cité, et les bâtis riverains qui se dressent comme autant d'effigies des autorités dont les plus éminentes représentent les puissances royales et religieuses. Les premiers îlots qui bordent les voies majeures sont destinés à accueillir les positions des édifices d'administration secondaires, civils ou ecclésiastiques, les monastères et enfin les demeures des notables, selon un ordre décroissant dans la hiérarchie sociale au fur et à mesure que s'éloigne le cœur de la cité. La comparaison avec la structure des bastilles du sud-ouest de la France, est instructive. Une place vide et centrale dans les deux cas. Dans le cas de la Bastide, elle est soustraite au régime commun des rues qui dessinent la cité. Celle qui longe la place passe sous le couvert de galeries qui portent des édifices ordinaires. Dans le cas de la cité royale, la place est à l'origine du déploiement des voies majeures. Elle est construite par les bâtis, élevés avec force, qui coïncident avec les insignes, les signes et les fonctions des commandements. En Amérique du Nord, j'arrive au bout. Au cours des périodes marquées par la Constitution des États-Unis en 1787, une mutation radicale s'est imposée dans les territoires à l'ouest des terres déjà administrées. Cette mutation a associé la cartographie des nouvelles terres, leur répartition foncière et l'organisation politique destinée à gouverner les collectivités et les biens. Des instruments techniques, juridiques, politiques ont été mis en œuvre, articulés par l'exigence de l'égalité des mesures et des droits. En particulier, l'égalité des terres, enchâssées les unes dans les autres, depuis le lot habité par une famille, le township où il s'insère, son comté d'appartenance, jusqu'au territoire politique de l'État, a été mise en place grâce à un partage géographique par des divisions réitérées aux échelles respectives en étendue de dimension égale. Nous savons les contributions essentielles de Thomas Jefferson à ce projet du Nouveau Monde, lui qui a écrit dans ses mémoires « Ce n'est pas la consolidation ou la centralisation des pouvoirs, mais leur distribution bien ordonnée qui constitue le bon gouvernement. Chaque État est lui-même divisé en comtés, dont chacun prend soin des intérêts réservés. Chaque comté se partage en districts ou cantons pour la gestion d'intérêts encore plus spéciaux. Et enfin, chaque district se compose de fermes dont chacune est régie par l'individu qui en est le propriétaire. Si nous attendions de Washington l'ordre de semer et de moissonner, nous manquerions bientôt de pain. Ces divisions, qui instituent simultanément les territoires politiques et la propriété des sols, n'ont pas en elles-mêmes l'installation urbaine comme visée directe. Les outils juridiques et géographiques ont cette ambition d'assurer des régimes d'égalité à toutes les échelles d'une entreprise qui se sait désormais transcontinentale. La Land Ordinance de 1785 consacre en droit ces dispositions. Les voies abstraites, réticulées des parallèles et des méridiens géographiques, sont appliquées pour dessiner très concrètement les frontières entre les entités politiques, ainsi que l'ordonnancement des limites entre les patrimoines fonciers. Le projet, originel des États-Unis, est orienté, on le sait, cela a été répété, vers le travail de la terre. Il est méfiant des conditions sociales et morales générées au sein des villes de l'Europe.
Il n'est donc pas question d'une morphologie urbaine à promulguer, à l'instar des lois des Indes, mais du territoire saisi a priori comme une totalité à diviser pour l'habiter de manière égale. L'échelle transcontinentale de la fédération dépasse et précède celle des villes à venir. Cependant, des lotissements denses avaient déjà été entrepris sur le continent nord-américain. Parmi celles-ci, Philadelphie, bâtie selon le projet de William Penn à partir de 1683, soit près d'un siècle avant l'adoption de la Land Ordinance. La matrice hippodamienne y apparaît active. La matrice hippodamienne y apparaît active sous un modèle similaire à la Roma Quadrata. Un tracé de type Decumanus Cardo joint un espace public carré et ouvert pour se répliquer en voie parallèle et orthogonale. Par contre, la cité n'est pas contenue dans un enclos global, car le principe des extensions est inscrit dans le projet initial. Enfin, 4 public squares sont prévus dans chacun des quartiers prédisposés, destinés à demeurer ouverts et communs. Le partage politique et foncier global des États va se décliner assez aisément et quasi mécaniquement en dispositifs concrets d'affectation des sols, qu'ils soient publics ou domestiques, urbanisés ou ruraux, voire intermédiaires entre cités et campagnes. Les grandes divisions orthogonales et égales, décrétées par les textes légaux, vont prendre la forme de chaussées, de voiries, de régimes de plantation, de voies d'eau avec leurs rives, d'édifices domestiques et institutionnels. En 1784, Siméon de Witt, géomètre et géographe, est nommé arpenteur général de l'État de New York. Ses compétences et sa réputation amènent George Washington à le recommander à Thomas Jefferson en 1796 pour assurer la même fonction au niveau des États-Unis. De Witt décline la proposition. Les cités croissent rapidement à l'est des États-Unis. Le développement soutenu de Philadelphie en témoigne. Les autorités de New York souhaitent prédisposer l'occupation de Manhattan. De Witt est associé à la maîtrise d'œuvre de la cité et dessine le projet orthogonal et égal que nous connaissons. Nous voici ainsi revenus, par l'arrière si je puis dire, à notre point de départ, à Manhattan et en 1811. La grille de Manhattan, chère à Rem Koolhaas, relève de la tranquille constance de la matrice hippodamienne depuis son invention en terre de Méditerranée et d'Europe. Son apparition là, sur la côte est des États-Unis, ne constitue en rien une rupture du fil de l'histoire. Par contre, les gratte-ciel, leur conquête de la forme bloc qui congédie les divisions parcellaires des îlots et multiplie ad infinitum les étages, relève d'une autre invention. Elle attendait, qui sait, le manifeste rétroactif de Rem Koolhaas pour briller avec les feux de la fiction. Mais pour le coup, nous sommes dans un autre monde, celui du rêve américain. Je vous remercie de votre attention.